du sujet, c'est difficile de... Je ne sais pas quelle approche je dois prendre. Il y a une approche économique, dont le docteur en économie va en parler. Il y a une approche juridique, je peux en parler valablement. Il y a une approche politique. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible sur la situation à la date d'aujourd'hui. Les accords de partenariat économique ont commencé à être négociés en 2002. La plupart des gens n'étaient pas au courant parce que c'était des questions extrêmement techniques d'économistes ou de juristes. Et il faut rappeler pour le contexte, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui se prononcent sur la question sans pour autant maîtriser les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas la première codification des relations commerciales entre l'Europe et les pays ACP, les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Dès les indépendances et dès 1963, donc 3 ans après les premières indépendances africaines, un débat a eu lieu et il était convenu de formaliser les relations commerciales entre le vieux continent et les anciennes colonies. À l'époque, c'est ce qu'on a cristallisé sous le nom des conventions de Yaoundé. Les conventions de Yaoundé ont duré de 63 à 75. La particularité de ces conventions de Yaoundé de 1963, c'est que les avantages commerciaux que se donnaient les deux parties étaient réciproques. Ça, il faut le retenir, c'est très important, parce que les pays africains avaient encore l'orgueil de leur patriotisme et disaient que nous devons être sur un pied d'égalité, le même pied d'égalité que l'Union européenne. Ils nous donnent des avantages commerciaux, nous devons leur donner des avantages commerciaux. Cela a duré de 1963 à 1975 et on s'est rendu compte que le niveau de développement économique faible des pays africains ne pouvait pas tenir cette réciprocité prônée au début des indépendances. Et c'est à partir de ce moment que les conventions de Yaoundé ont été réinventées et réorganisées en ce qu'on appelle les conventions de Lomé. Et ce sont donc les conventions de Lomé qui datent de 1975 qui ont consacré ce qu'on appelle la non-réciprocité dans les relations commerciales internationales. Cette notion de non-réciprocité, elle est fondamentale parce qu'elle est basée sur toute une théorie du droit international économique qui veut que les pays développés ne doivent pas être au même rang que les pays en développement. Ce qui est différent du principe de souveraineté qu'on a en droit international de façon générale avec le principe un État, une voix. Donc pour la première fois, et en suivant les prescriptions du GATT et de l'Organisation mondiale du commerce, on avait un système reconnu de non-réciprocité. À partir de ce moment, l'Europe fournissait les pays africains en avantages commerciaux dans tous les domaines, ce qu'on appelle le duty free quota free. Accès en franchise de droits de douane et sans quota. Quand un pays ACP exportait de la marchandise vers l'Union européenne, ce qui n'était pas encore l'Union européenne, mais les communautés européennes, à l'époque, les marchandises africaines ne payaient pas de droits de douane et les pays africains n'avaient pas de restrictions par rapport au volume ou au nombre. Ça, c'est particulièrement important aussi de le retenir. Donc, vous pouvez nous vendre tout ce que vous voulez, il n'y a pas de droits de douane et il n'y a pas de quota. Ça, c'est le principe des conventions de Lomé. Ces conventions de Lomé ont existé de 1975 en 2000. Entre-temps, il y a eu un événement majeur dans le commerce international qui s'est passé. C'est la création de l'Organisation mondiale du commerce, qui est née des accords de Marrakech, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995. Donc cela fait 19 ans maintenant que l'OMC existe. Mais avant l'OMC, il y avait le GATT. Le GATT est l'ancêtre de l'OMC. Et dans le GATT, la particularité, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle le GATT à la carte. Cela veut dire que dans le GATT, il y avait par exemple un accord sur l'agriculture, un accord sur les subventions, un accord sur les mesures anti-dumping. Et c'est comme au restaurant. Un pays peut venir dire, moi je suis parti à tel accord, mais je ne suis pas parti à tel autre accord. Vous voyez. Et ça signifiait que les pays étaient membres d'une même organisation, entre guillemets, parce qu'en réalité, ce n'était pas une organisation internationale, sans avoir les mêmes droits et les mêmes obligations. Et ce GATT-là était basé sur un pilier fondamental qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. La clause de la nation la plus favorisée signifie que si vous donnez un avantage commercial à un membre dans le système, le même avantage commercial doit être donné à tous les membres. Et ça, c'est fondamental. Si la France dit aux pays africains, vendez-nous votre cacao, vous n'allez pas payer de droits de douane, cet avantage donné aux pays africains doit être étendu aux pays d'Amérique latine, aux pays d'Asie ou aux pays d'Amérique. Parce que c'est un principe de non-discrimination qui est le pilier du système commercial international. Mais puisque le GATT n'était pas une organisation internationale aboutie,
Le système de règlement des différends du GATT, ça veut dire le contentieux. Ça veut dire que quand un pays n'est pas content, il va voir le juge du GATT. Le juge du GATT va trancher, mais le juge du GATT va trancher en sachant que sa décision ne sera pas appliquée. Parce que si un pays décide de ne pas appliquer sa décision, il n'y a aucune conséquence, il n'y a aucune sanction. Et à l'époque d'ailleurs, les pays d'Amérique latine l'ont appris à leurs dépens. Il y a ce qu'on appelle l'affaire banane. Là, je vous donne les éléments clés. Les pays d'Amérique latine ont fait un raisonnement très simple. Nous, en Amérique latine, nous produisons de la banane qui est de la même qualité, peut-être même d'une qualité supérieure aux pays africains. L'Europe dit aux pays africains, vendez-nous votre banane sans payer des droits et sans restriction sur les quantités. Les pays d'Amérique latine n'avaient pas du tout cette possibilité. Cela veut dire que quand les pays africains, par exemple, avaient un prix de vente de la banane autour de 100 francs, ils exportaient en Europe, ils ne payaient pas des droits de douane, ils pouvaient vendre sur le territoire européen à 150 francs. Alors qu'avec le même coût de revient, le producteur d'Amérique latine était obligé de payer les droits de douane et se trouvait avec un prix plus élevé en Europe. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, avec la même qualité et la même production, l'Afrique vendait, disons, à 150 francs et les pays d'Amérique latine vendaient à 200 francs. Donc du coup, c'est la banane africaine qui s'écoulait le mieux en Europe que la banane d'Amérique latine sur la base d'une préférence commerciale que l'Europe a donnée aux pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc ça, c'est ça le point de départ des APE. Je vais y arriver. Donc quand, dans les années 83-84, les pays d'Amérique latine ont porté plainte, effectivement, le juge du GATT a dit « Vous avez raison, l'Union européenne n'a pas le droit de vous discriminer et l'Union européenne doit étendre aux pays d'Amérique latine les mêmes avantages que les pays africains ou alors enlever cet avantage aux pays africains. » Mais puisque le non-respect des décisions du GATT n'impliquait aucune sanction négative, il ne s'est absolument rien passé. Et quand on a négocié maintenant l'OMC, entré en vigueur le 1er janvier 1995, avec un système de règlement des différends fort, avec un système de sanctions extrêmement pointu, des possibilités de représailles pour les pays qui ne respectent pas la sanction du juge, les pays d'Amérique latine sont revenus à la charge et ont une deuxième fois porté plainte sur ce qu'on appelle l'affaire de la banane. Le juge a fait le même raisonnement et arrivé au même résultat. Premièrement, les pays de l'Europe doivent arrêter de donner des préférences commerciales à l'Afrique, donc stop aux préférences commerciales, ou alors ils ont la possibilité d'étendre les mêmes préférences aux pays d'Amérique latine. L'objectif, c'est que ces deux groupes de pays soient sur un pied d'égalité. Donc préférence commerciale pour tout le monde ou aucune préférence commerciale. Et en ce moment-là, que ces conventions de Lomé, qui étaient la base des préférences commerciales de l'Union européenne, ont été légalement remis en cause. À partir de ce moment, l'Union européenne n'avait plus le choix. C'était étendre les préférences commerciales à l'Amérique latine. Ils n'y pensaient pas parce qu'ils considèrent que la plupart des pays d'Amérique latine étaient leurs concurrents potentiels. Ils avaient jugé utile finalement de remettre en cause les préférences commerciales pour l'Afrique en sachant que toute l'économie des pays africains était basée sur cet accès en franchise de droits de douane et sans quota. Donc c'est là le point de départ de la réflexion de l'Union européenne. Vous se dites, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de choix. Les avantages que je vous donnais, vous Africains, je suis obligé de les enlever. Qu'est-ce qu'on fait? On doit réinventer notre histoire commerciale. Donc on est passé des conventions de Yaoundé aux conventions de Lomé. Maintenant, on doit renégocier d'autres conventions et c'est la convention de Cotonou de 2000. Cette convention de Cotonou parle pour la première fois des accords de partenariat économique. On part du principe que les relations commerciales entre l'Europe et les pays africains doivent continuer à exister et doivent être encadrées juridiquement. Donc même si on n'a plus les conventions de Lomé, il faut ce formalisme juridique à travers les conventions de Cotonou. Mais pour que ce soit plus pointu dans le domaine strictement commercial, on met en place les accords de partenariat économique. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à négocier à partir de 2000, de façon assez subreptice dans les discussions entre les diplomates, la possibilité de mise en place d'accords de partenariat économique qui remplacerait les conventions de Lomé et se substituerait à la convention de Cotonou. Donc c'est ça vraiment l'histoire. Donc ce n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas a priori une simple volonté de l'Union européenne de remettre en cause ses relations avec l'Afrique,
Ce n'est pas une volonté de l'Afrique, elle aussi, de réinventer son économie. C'est quelque chose qui a été imposé par le système commercial international. C'est pour ça que vous entendez des fois certains membres de la société civile, quand ils disent stop aux accords de partenariat économique, ils ajoutent à mort l'OMC. Parce qu'ils considèrent que c'est l'OMC qui est à la base de cette remise en cause des préférences commerciales. Maintenant, quand ce cadrage-là a été mis en place, il fallait négocier. On a commencé les négociations en 2002, avec une première phase qu'on appelle la phase tous ACP. À l'époque, c'était un groupe de pays de 77, un groupe de 77 pays qui négociait avec l'Union européenne, qui est une entité juridique autonome. Et on a dit dans la première phase, l'Union européenne continue à négocier avec tout le groupe ACP. Cela a duré une année, et au bout d'une année, l'Union européenne a fait une proposition qui malheureusement à l'époque n'avait pas été remise en cause par les pays africains, en leur disant nous ne pouvons plus continuer à traiter avec les pays ACP en bloc, mais nous allons devoir vous organiser en région. Et ils ont organisé à l'époque 6 régions de négociation des accords de partenariat économique. Les 4 régions étaient en Afrique, après il y avait les Caraïbes et il y avait les Pacifiques. Au bout d'une année de négociation, on s'est rendu compte que la configuration qu'il y avait entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est n'était pas une bonne configuration, et on a créé une 7e région d'accords de partenariat économique constituée par les pays de la communauté d'Afrique de l'Est, le Rwanda, Burundi, Tanzanie, Kenya et l'Ouganda. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a 5 régions africaines qui négocient avec l'Union européenne des accords de partenariat économique, plus les Caraïbes et les Pacifiques. À partir de ce moment, on s'est dit les négociations doivent être faites suivant un certain nombre de principes. C'est-à-dire c'est un peu plus ou moins la charte de base. Quand il y aura des difficultés dans les négociations, il faudrait qu'il y ait un substrat sur lequel nous pouvons nous reposer. Et donc, commun accord, les parties ont défini 5 principes sur lesquels ils doivent négocier. Et si les résultats des négociations des APE ne sont pas conformes à ces 5 principes, on considère qu'on a dévié du chemin. Donc pour nous autres qui travaillions sur la question à l'époque, on avait constamment à l'œil ces 5 principes de négociation. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle la compatibilité avec l'Organisation mondiale du commerce. Quelle que soit l'issue des négociations, la nouvelle convention Union européenne ACP, connue sous forme d'accord de partenariat économique, doit être compatible avec l'OMC. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais il faut savoir que le système commercial international est organisé comme une charpente, comme une hiérarchie. Au-dessus, il y a l'Organisation mondiale du commerce. Et que tous les accords de partenariat économique, tous les accords d'intégration régionale, comme la CEDEAO ou l'UEMOA, ou la SADC, ou le COMESA, ou la East African Community, tous les accords bilatéraux, comme les relations Chine-Afrique, Turquie-Afrique, etc., ce sont des relations organisées par l'article 24 du GATT, qui est une partie prenante de l'Organisation mondiale du commerce. Et il faut savoir que depuis 1995, cette charpente existe et on ne peut plus faire plus ou moins n'importe quoi comme on le faisait avant dans les relations commerciales. Parce que l'OMC, elle est là, elle veille, elle est prête à sanctionner avec un système de règlement des différends efficace. Donc toutes les décisions qu'on doit prendre doivent être compatibles avec l'OMC. On va y revenir. Le deuxième principe, c'est la réciprocité. Rappelez-vous, je vous ai dit que les premières conventions de Yaoundé étaient réciproques. Les conventions de Lomé n'étaient pas réciproques. Les accords de partenariat économique doivent créer une réciprocité entre les pays africains. Mais ça posait un certain nombre de problèmes. Parce que l'OMC qui parlait de réciprocité travaille sur la base d'un principe, c'est le troisième principe, ce qu'on appelle le traitement spécial et différencié. C'est ce que j'ai essayé de développer ici en parlant de droit à la différence. Il est clairement admis en droit économique que les pays développés ne peuvent pas être sur un pied d'égalité, le même pied d'égalité que les pays en développement. Donc le droit commun, le droit applicable à tous les pays en développement est différent du droit de principe applicable à tous les pays développés. Donc quand dans le cadre des accords de partenariat économique, on exige de la réciprocité pour les pays africains, cela signifie qu'on remet en cause les fondements même du système. Après, on a beaucoup avancé dans les négociations et on a inventé un terme nouveau qu'on appelle une réciprocité qui n'est pas intégrale. Cela signifie que si l'Union européenne donne 100 à l'Afrique, ce qui est important, c'est que l'Afrique donne quelque chose à l'Union européenne. On est dans une réciprocité. Pour que la réciprocité soit intégrale, il faut que quand l'Europe donne 100, l'Afrique donne 100.
Mais la réciprocité existe, elle est valide et elle n'est pas intégrale quand l'Europe donne 100 et l'Afrique donne 50. Vous m'avez donné, je vous ai donné. Principe de réciprocité, même si on ne s'est pas donné suivant les mêmes quantités. Et finalement, c'est de cette façon plus ou moins qu'on a réglé le problème. Je vais y revenir tout à l'heure. Quatrième principe, l'intégration régionale. On a dit, il n'est pas acceptable qu'on signe un accord de partenariat économique qui remet en cause les processus d'intégration régionale dans les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Vous le savez certainement, si on prend l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, on avait l'UEMOA, qui était une union douanière depuis longtemps. On a la CEDEAO, qui était une zone de libre-échange, parce qu'il n'avait pas encore le tarif extérieur commun. Son tarif extérieur commun va entrer en vigueur le 1er janvier 2015, donc très prochainement. Ces processus qui étaient bâtis par les pays africains depuis un certain nombre d'années ne devaient pas être remis en cause par la nouvelle relation commerciale avec l'Afrique. Enfin, cinquième principe, ce qu'on appelle l'extension du champ de libéralisation qui a posé beaucoup de problèmes. Tout ça, je vais revenir plus ou moins en détail sur un certain nombre de problèmes contentieux que j'ai identifiés. C'est quoi l'extension du champ de libéralisation? On était déjà dans une libéralisation encadrée par l'OMC et l'Union européenne a réussi à intégrer ce principe en disant, dans tous les cas, si nous faisons un accord de partenariat économique, nous devons aller au-delà de ce que l'OMC nous permet de faire. Et ça, c'est un vieux débat dans les négociations commerciales. Le principe de l'OMC, c'est de donner plus de libéralisation. Donc moins de droits de douane, plus d'ouverture des frontières, moins de quotas, moins d'obstacles techniques au commerce, moins de mesures sanitaires et phytosanitaires. C'est ça le principe. L'OMC pousse vers la libéralisation. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'OMC accepte le principe que les pays développés sont dans la profonde libéralisation et que les pays du Sud, les pays en développement, peuvent être dans ce qu'on appelle une libéralisation graduelle. La libéralisation graduelle veut dire tout simplement, je n'ai pas la même force économique que vous, j'ai le droit de fermer mes frontières pour protéger mes produits, et quand je deviendrai plus compétitif, je reviendrai à la situation de droit commun, à une libéralisation intégrale. Donc on est dans une forme de libéralisation progressive et graduelle, alors que l'Europe et les pays du Nord sont dans une situation de libéralisation intégrale. Donc ça a été un principe que l'Union européenne a réussi à mettre dans les conventions de Cotonou pour gouverner les accords de partenariat économique. Donc ces 5 principes étant connus, on entre de plein pied dans les négociations. Je vous fais l'économie de tous les détails, mais il faut savoir que dès que cela a commencé, pour revenir dans le contexte politique, 2002-2003 déjà, il y avait un peu partout dans le monde des mouvements Stop APE. Les APE, c'est la mort pour les pays africains. Parce qu'il faut savoir que le statu quo, c'est que les pays africains avaient le droit d'envoyer encore une fois leurs marchandises sans payer des droits de douane. Les pays européens payaient des droits de douane. L'accord de partenariat économique, qui est un accord de libre-échange par définition, va éliminer les droits de douane que l'Europe payait pour exporter ses marchandises vers l'Afrique. Donc c'est un marché africain qui commençait à être ouvert de façon béate, inondation des produits européens, difficulté d'adaptation de nos petites et moyennes entreprises et peut-être la mort de l'économie locale. Et je me rappelle à l'époque, on a eu des débats très intéressants avec les gens de la CEDEAO ou de l'UEMOA, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient pro-APE, certains d'entre nous n'étaient pas vraiment pro-APE. Et la question qu'on se posait au-delà des APE, c'était une question de choix de système. Les gens vous disent, si nous ouvrons nos frontières, excusez-moi, si nous ouvrons nos frontières, nous avons la possibilité d'importer des marchandises que nous ne fabriquons pas et qui vont être moins chères. Donc ces marchandises étant moins chères, ça va se ressentir sur le panier de la ménagère. C'est un peu ce qui se passe avec les produits chinois. Quand vous voyez une ménagère de 50 ans dans mon quartier populaire de Guy Marius à Rufisque, elle va vous dire, ah, ñun kat chinois yi ñun dañoo baax ci ñun. Parce que boo demee marché, di nga mën a boo amee 100 francs jënd, boo amee 200 jënd. Et de l'autre côté, l'argumentaire c'était de dire, c'est peut-être agréable, c'est peut-être intéressant économiquement à court terme. Mais est-ce que nos économies doivent avoir vocation à être des importatrices nettes dans tous les domaines ad vitam aeternam? C'est un choix d'économie, c'est un choix de société. Tous ceux qui me suivent dans les débats économiques savent que je reviens très souvent sur cette question. Oui, à court terme, les importations peuvent être salvatrices, mais à long terme,
nous ne fabriquerons absolument rien, nous ne contrôlons absolument rien et nous serons des pays totalement dépendants de l'extérieur. Exemple 2009, il y a eu la crise alimentaire. Nous consommons du riz dans tous les pays africains. Qu'est-ce qui se passe? Les pays d'Asie qui produisent du riz, ils ont fait des rétentions de stock parce qu'ils se disent, nous sommes dans une situation de crise, on ne sait pas combien de temps ça va passer, ça va durer, et le surplus qu'on vendait aux pays africains, au lieu de les vendre, on les garde en stock. C'est comme si on vous dit, je sais pas, il y aura pénurie de gaz demain, vous allez acheter des gaz, vous allez mettre chez vous. Et peut-être même que si une voisine vient vous demander, vous allez avoir des réticences à lui donner parce que vous ne savez pas quand est-ce que la crise va se terminer. Et il a fallu qu'il y ait cette crise et ces rétentions de stock pour qu'il y ait les émeutes de la faim chez nous. Parce que nous dépendons de ces importations sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Aucune prise. Donc c'est vraiment un débat de société pour savoir si l'ouverture tous azimuts de nos frontières qui peuvent donner des résultats probants à court terme peut être mis sur un même pied d'égalité que la compétitivité de notre économique dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Malheureusement, dans les pays africains, dans presque tous les pays africains, on fait le choix de gérer la prochaine élection. Et quand on fait le choix de gérer la prochaine élection, on ne veut pas qu'il y ait des remous dans le milieu urbain. Et si on ne veut pas qu'il y ait des remous dans le milieu urbain, on favorise ces importations pour rester à des prix anormalement bas. Donc ça, c'était une parenthèse que je voudrais ouvrir, qui est un débat économique sur lequel nous reviendrons. Mais quand on a commencé les discussions, il y avait des consensus sur la plupart des points, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais le premier élément que je voudrais faire ressortir ici, c'est ce que j'appelle la maturité de l'expertise africaine, que ce soit l'expertise de la société civile ou bien même l'expertise des administrations. Parce que les négociations de les accords sur l'OMC étaient beaucoup plus importantes. Moi, j'ai fait beaucoup de travaux sur cette question. À l'OMC, les négociations ont duré de 1984 à 1986 à 1994. 8 ans de négociations dans tous les domaines de la vie économique et commerciale. Dans toutes mes recherches, j'ai trouvé un document d'1 page et demie qui était produit pour le Gabon à l'époque. Donc la participation de l'Afrique à ces 8 années de négociations s'est résumée à 1 page et demie du Gabon qui a fait une communication pour dire qu'il faudrait qu'on trouve un système préférentiel pour sauvegarder ses intérêts dans le domaine du bois tropical. Donc l'Afrique était totalement absente de ces négociations alors qu'elle devait être le continent le plus présent pour défendre ses intérêts. Et je me rappelle à l'époque quand on a adopté les accords de l'OMC, moi j'étais encore étudiant à l'université de Saint-Louis, je me rappelle on a organisé un séminaire d'1 journée pour sensibiliser les parlementaires pour que dans la semaine suivante, ils ratifient ces accords. 12 000 pages d'accords, formation d'1 journée pour arriver à une ratification. Donc la leçon que j'en tire ici, c'est que le fait que les négociations aient duré pendant 4 ans, 5 ans, 8 ans, c'était le fait que les pays africains avaient finalement compris les enjeux. Ça, il est très très important de le dire. On n'est plus dans une situation où on dit que nos pays, nos administrations, nos hommes publics n'ont pas compris. Ils ont compris les mécanismes et c'est parce qu'ils ont compris les mécanismes qu'ils ont mis en place des argumentaires contradictoires qui ont fait qu'ils n'ont pas accepté tout ce que l'Union européenne leur proposait. Maintenant, je reviens vraiment rapidement sur les questions contentieuses. Nos amis journalistes ont l'habitude de dire que les trains qui arrivent à l'heure ne les intéressent pas. Donc ici, on va se focaliser sur les questions d'achoppement entre l'Union européenne et les pays africains. Ça va vous permettre de comprendre. Il y en a 6 ou 7, je vais essayer d'aller plus rapidement. Et le point contentieux le plus important, c'est ce qu'on appelle le champ de libéralisation. Qu'est-ce qu'il faut libéraliser? Est-ce qu'il faut ouvrir nos marchés à hauteur de 50%, 30%, 100%? C'était le débat le plus vif. Et rappelez-vous que l'Union européenne parlait de l'extension du champ de libéralisation. L'Union européenne voulait régler tous ces problèmes d'agenda à travers l'accord de partenariat économique. Parce qu'il y a des positions de l'Union européenne à l'OMC qui ne sont pas acceptées par les autres pays membres. Et l'OMC fonctionne suivant le principe du consensus. Donc si les pays en développement disent « niet » à l'OMC, la position de l'Union européenne est minorisée. Mais au niveau des accords bilatéraux, entre guillemets, du terme APE, comme les APE, l'Union européenne a une force de pression plus importante.
L'Union européenne est capable de dire au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire ou au Cameroun, si vous ne vous prononcez pas en faveur des accords de partenariat économique, toute l'aide bilatérale que j'ai, par exemple pour le 10e ou le 11e FED, ne vous sera pas versée. Bon, personne ne le dira publiquement, mais c'est un moyen de pression. L'Union européenne pourra toujours dire, si vous n'êtes pas pour les APE, tel projet que j'ai unilatéralement décidé de financer pourrait être revu. On vous le dit dans les coulisses. Moi, j'ai été à Genève dans des négociations sur le coton notamment, d'un ami ambassadeur d'un grand pays africain qui, dès le lendemain de sa prise de position dans le dossier coton contre l'ambassadeur des États-Unis, a été rappelé par son président dans son pays, manu militari à la limite. C'est-à-dire que quand l'ambassadeur de ce pays parle à l'ambassadeur des États-Unis à Genève, il a intérêt à dire des choses que non même pas son ministre du Commerce cautionnerait, mais que son président devrait cautionner. Et cet ambassadeur-là l'a appris à ses dépens en défendant une position africaine que tout le monde savait juste, mais qui était contre la position américaine. Et les Américains ont pu jouer sur les filons pour que cet ambassadeur-là quitte Genève pour avoir quelqu'un de plus malléable pour négocier. Ça, j'aurais pu vous en rencontrer des dizaines et des dizaines d'anecdotes, mais je pense qu'on aura d'autres opportunités. Mais ici, la question est de savoir combien il faut libéraliser. L'Union européenne, dans le premier temps, ils disent on veut une réciprocité intégrale. Si nous ouvrons totalement nos marchés, vous devez aussi ouvrir totalement vos marchés. Je dis non, ce n'est pas possible. Parce que c'est contraire aux règles de l'OMC, c'est contraire au statut économique très faible de nos pays. Finalement, l'Union européenne a dit, bon, écoutez, on renonce à la réciprocité intégrale, mais quand même, il faut que vous ouvrez vos marchés à hauteur de 80%. 80%, c'est 4/5. Si vous ouvrez vos marchés à hauteur de 80% pour un groupe de pays, c'est comme si vous aviez ouvert totalement vos marchés, parce que les 20% de marchandises restantes, c'est des marchandises sur lesquelles ils ne sont pas réellement compétitifs. Donc l'ouverture du marché africain à hauteur de 80% équivalait pratiquement à une ouverture à 100% de nos marchés. Et c'est là où le débat juridique économique a joué. Nous nous sommes dit, l'Union européenne demande 80% parce qu'à l'OMC, rappelez-vous le principe de compatibilité, on dit que pour un accord de partenariat économique soit viable, il faut que 80% des échanges entre les deux groupes de pays soient libéralisés. Mais là où nous n'étions pas d'accord, c'est que l'Union européenne disait que chaque partie de l'accord, donc l'Afrique doit libéraliser 80%, l'Europe pourrait libéraliser 100%, on arriverait à une moyenne de 90%. Nous, à la lecture des textes, on leur a proposé un argumentaire qui disait que ce que demande l'OMC, ce n'est pas que l'Afrique libéralise 80% de son économie, mais que le total du champ de libéralisation entre les deux parties soit équivalent à 80%. Et que donc, si l'Europe libéralise à 100%, une ouverture de nos marchés à 60% équivaudrait à une moyenne pondérée de 80%. Moi, j'ai eu le privilège à l'époque, comme juriste, d'écrire l'argumentaire que la CEDEAO a utilisé. Et j'étais arrivé à cette conclusion que l'Afrique de l'Ouest devrait ouvrir son marché pas plus que 60%. Au-delà de 60%, nos petites et moyennes entreprises commençaient à souffrir et notre économie allait tomber en ruine. En même temps, des économistes de l'Université de Dakar ont fait le travail économique complémentaire. Et ils étaient arrivés à la conclusion de 65%. Ils disaient que si on va au-delà de 65%, nos économies sont menacées. Donc c'était ça les positions que la CEDEAO avait acceptées, la position que j'ai argumentée sur les 60% et la position sur les 65% des économistes. Et donc la première offre de libéralisation que la CEDEAO avait faite pour les pays africains était une offre de 65%. Ça, on était en 2009. L'Union européenne continuait à exiger 80%. Une année après, nous sommes passés de 65% à 67,5% de notre offre. L'Union européenne est restée à 80%. Quelques mois après, nous sommes allés à 69%. L'Union européenne est restée à 80%. Nous sommes montés à 70%. L'Union européenne est restée à 80%. Nous sommes allés à 73%. L'Union européenne est restée à 80%. Nous sommes finalement montés cette année à 75%. L'Union européenne l'a finalement accepté pour que l'offre de libéralisation de l'Afrique de l'Ouest soit à 75%. Et c'est là où il y a tout le débat. Nous sommes particulièrement convaincus qu'une ouverture de nos marchés sur 75%, donc des trois quarts, risque de remettre en cause la vitalité économique de nos entreprises
qui ne pourront pas concurrencer avec les grandes multinationales européennes qui pourront venir ici vendre leur marché sans quota et sans droit de douane. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième, on avait un contentieux sur les délais. Est-ce que cette libéralisation, qui est finalement acceptée à 75%, doit être faite sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans? À l'OMC, le délai de principe, c'est 10 plus 2. 10 ans, si vous êtes dans des situations économiques exceptionnelles, vous avez une dérogation de 2 ans. Donc le délai maximum, c'est 12 ans. Les pays africains avaient demandé, là aussi c'était une partie de mon étude, une mise en œuvre sur 25 ans. En sachant que la mise en œuvre de 25 ans vous permet quand même à votre économie de vous protéger, de vous autoprotéger, d'ouvrir vos frontières non pas de façon spontanée mais de façon graduelle, en espérant que dans les 25 ans, vous réussissez à être compétitif dans tous les domaines et qu'au bout des 25 ans, une fois une économie bien assise, vous soyez en mesure de concurrencer les produits européens. Ça aussi, je vous épargne les détails, mais finalement, on est arrivé à un consensus de 15% qui, à notre avis, n'est pas totalement en faveur des pays africains. De 15 ans. De 15 ans. Finalement, on est arrivé à 15 ans alors que la proposition européenne, africaine du moins, c'était 25 ans. Là aussi, sur les 5 dernières années, l'Union européenne n'a jamais bougé de ces 15 ans. C'est un peu ça la particularité de ces négociations. Nous, on a rigolé même dans les salles. L'Union européenne ne bougeait pratiquement jamais de ses positions de principe. Voilà. Toutes les concessions venaient des pays africains. Une fois, je me rappelle, ça c'est assez anecdotique parce que bon, moi pour l'anecdote, je suis sénégalais africain de l'Ouest, mais j'ai négocié au titre de représentant de la Tanzanie dans la East African Community. C'est que pendant 2 ans, je n'étais plus sénégalais, j'étais tanzanien et j'étais dans la table de négociation pour représenter le gouvernement tanzanien dans les négociations pendant que mon ami Cheikh Tidiane Dièye, lui, était justement en Afrique de l'Ouest en train de faire le même travail. Et une fois, par exemple, quand on parlait de ces 75 ans en Afrique de l'Est, le représentant de l'Union européenne nous dit « Écoutez, il faut que vous acceptiez au moins les 80% parce que la semaine dernière, en Afrique de l'Ouest, ils ont fait une communication pour dire qu'ils sont prêts à faire ce choix. » Donc en fait, ils jouaient un peu sur les concurrences entre les différentes régions. Et on a demandé une suspension de séance. On a appelé les amis qui sont en Afrique de l'Ouest pour leur dire ce qu'il en était. Et ils nous ont dit, mais c'est un gros mensonge. On n'a jamais dit ça. On est retourné dans la salle pour leur dire, l'Afrique de l'Ouest ne vous a jamais dit ça. Nous maintenons la position de principe sur les 80%. Donc c'était un peu la stratégie du diviser pour mieux régner. Donc je vais rapidement, parce que le docteur Zeng est là. Autre question contentieuse qui est très importante, ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On donne les mêmes avantages à tous les membres qui sont dans la même catégorie de développement. Donc si l'Afrique donne des avantages aujourd'hui aux États-Unis, l'Afrique doit donner les mêmes avantages à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Union européenne. Parce que ce sont tous des pays développés. Mais si un pays africain, par exemple la Côte d'Ivoire, donne des avantages au Cameroun, les deux sont dans la catégorie des pays en développement, les pays en développement en bénéficient, les PMA, pays moins avancés qui sont dans la catégorie inférieure en bénéficient, mais les pays développés, eux, on peut les discriminer. C'est ça le principe à l'OMC. Maintenant, dans les APE, l'Union européenne met une clause qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée, qui dit en substance ceci. Vous, pays africains, nous signons un accord suivant nos propres intérêts respectifs. Mais demain, si vous signez un accord commercial avantageux avec la Chine, ou le Brésil, ou l'Inde, les mêmes avantages que vous donnez à ces pays doivent nous être rétrocédés. Donc c'est un combat d'avant-garde de l'Union européenne qui comprend que le futur du commerce est avec ces pays émergents. Mais le problème de l'Europe, c'est que ces pays, quoique émergents, ne sont pas des pays considérés comme développés. Ce sont des pays en développement qui peuvent faire du business avec l'Afrique et protégés légalement par l'OMC. Donc ce que l'OMC, les avantages que l'OMC donne en Afrique sont repris plus ou moins par l'Union européenne en introduisant cette clause. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Que dans les 25 prochaines années, nous n'avons aucune prise sur la possibilité de diversification de notre partenariat. Parce que demain, si vous voulez donner les mêmes avantages au Brésil, vous devez donner les mêmes avantages à l'Union européenne. Le Brésil va vous dire, écoutez, moi je n'ai aucun intérêt à donner ces avantages-là à l'Union européenne, je veux vous les donner à vous. Le Brésil va nous dire,
pourquoi je donnerais ces avantages commerciaux à l'Union européenne qui est un concurrent potentiel? Et donc, en évitant d'engraisser leurs concurrents de l'Union européenne, le Brésil va refuser de donner ces avantages à l'Afrique parce que l'Afrique a accepté cette clause dans les APE. Nous nous sommes battus comme des bêtes sauvages sur cette question. Malheureusement, ça a été adopté. Donc la clause de la nation la plus favorisée, au jour d'aujourd'hui, elle est dans tous les APE. Ça veut dire qu'il y a une hypothèque sur la diversification de notre partenariat. Ça veut dire que demain, des grands pays émergents pourraient renoncer à faire du business avec nous, parce que faire du business avec nous signifierait donner des avantages à leurs concurrents qui est l'Union européenne, et ils ne sont pas du tout prêts à le faire. Donc ça, c'est une question contentieuse, malheureusement, qu'on n'a pas réglée. Une autre question contentieuse importante, ce sont les mesures sanitaires et phytosanitaires. Quand vous exportez votre marchandise, on doit aller regarder, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'innocuité alimentaire? Est-ce que vos crevettes sont mangeables? Est-ce que vos haricots verts sont mangeables? Donc le Sénégal, par exemple, a connu le problème avec les haricots verts. Le marché de l'Union européenne vous est ouvert, mais on doit faire un contrôle minutieux pour voir si votre marchandise est exportable. Alors là, le problème qu'on a toujours eu, c'est qu'il y a des standards internationaux que tout le monde doit respecter. Ces standards internationaux, à la base, ont été définis par 3 grandes organisations. L'Office international des épizooties, la Convention internationale pour la protection des végétaux et le Codex Alimentarius. Ce qui nous intéresse plus ici, c'est le Codex Alimentarius qui s'occupe de l'innocuité des produits alimentaires. Le Codex a mis en place des normes sanitaires qu'on doit appliquer dans tous les pays du monde. Un homme est un homme. C'est-à-dire, si vous mangez les crevettes au Sénégal, vous n'en mourrez pas. En principe, si vous en mangez aux États-Unis, vous n'en mourrez pas. Si vous en mangez en France, vous ne devez pas en mourir. Ce sont les standards. Ces standards ont été acceptés par l'OMC. Mais l'OMC dit que le gouvernement a quand même un principe de responsabilité. Si un gouvernement considère que ces standards ne sont pas suffisants, il peut les rendre plus rigides. Mais en les rendant plus rigides, il doit prouver scientifiquement l'existence d'un risque. Si la France dit aujourd'hui, je n'importe pas les haricots du Sénégal, alors que les haricots du Sénégal sont conformes aux standards internationaux, la France doit scientifiquement prouver que les haricots du Sénégal seraient nocifs pour leur population. Alors, ce qui se passe au niveau international, c'est qu'on a tout le temps des interdictions d'importation des produits africains. Je vous laisse deviner les conséquences. Vous êtes une petite et une moyenne entreprise, vous êtes allé faire un prêt bancaire, vous investissez dans les haricots. Vous avez une commande qui vient de la France, vous allez au port, on vous dit après contrôle, des fois même c'est au niveau du port d'arrivée en France qu'on vous dit on a fait des analyses, votre marchandise n'est pas consommable, on va les détruire. Alors que vous avez pris une dette de 50 millions, vous avez 30 employés, vous tombez en faillite. C'est arrivé avec les haricots au Sénégal, c'est arrivé avec les crevettes au Bénin, c'est arrivé avec les fleurs au Kenya. On peut en citer une centaine des exemples comme ça. Maintenant, le problème, c'est que quand les pays européens interdisent cette importation des pays africains, ils ne sont jamais en mesure de prouver scientifiquement le problème sanitaire lié aux aliments. Jamais. Il n'y a eu aucun cas d'interdiction pour l'Afrique où les pays européens ont dit cette marchandise, on ne la mange pas parce que scientifiquement, voici les résultats d'analyse. Le problème, c'est que quand ça se passe avec l'Afrique, nous, on ne dit rien. On ne dit rien. On se considère comme petit. Ils vont nous dire, écoutez, on va vous aider par tel financement à mettre à niveau vos entreprises, ce qui est très bien, je suis d'accord. Mais en mettant à niveau nos entreprises, pendant ce temps, on ferme aussi des petites et moyennes entreprises. Le problème, c'est que quand ça arrive avec les États-Unis, le même problème, transposer Union européenne, États-Unis, je ne sais pas si vous avez entendu parler du bœuf aux hormones. Les Américains, ils font du bœuf aux hormones qu'ils mangent. Gras, bien fait, ils sont en bonne santé. Ils disent, on n'en meurt pas. L'Union européenne dit, surtout la France qui dit, non, moi, ce bœuf aux hormones avec des OMG, j'en mange pas. Principe de précaution. Les États-Unis disent, vous avez le droit, mais prouvez-nous scientifiquement qu'il y a un danger dans la consommation de cette viande. Et la France n'a jamais été en mesure d'apporter cette preuve. Et si vous n'apportez pas la preuve, ça veut dire que vous êtes dans du protectionnisme déguisé, qu'il y a vos entreprises qui sont des concurrents des entreprises des pays exportateurs que vous essayez de protéger. C'est ça la subtilité. Si la France dit au Sénégal, je ne prends pas vos haricots, ou au Bénin, je ne prends pas vos crevettes, si vous faites une petite analyse, vous allez vous rendre compte que dans ce moment d'interdiction, il y a une entreprise française ou italienne ou hollandaise qui est en train d'être protégée pour lui permettre d'écouler sa production. C'est ça la subtilité.
Maintenant, le danger dans les APE, c'est que l'Union européenne introduise cette pratique qui n'est pas légale du point de vue de l'OMC dans le dispositif des APE. Aujourd'hui, on ne le dit pas clairement, mais la façon dont on l'a écrit me laisse penser que l'Union européenne pouvait arriver à cette interprétation. Malheureusement, c'est une question qui n'a pas été très bien prise en charge. Il y a beaucoup d'autres questions contentieuses, mais qui sont assez techniques. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans ça pour le moment. Dernier exemple, ce sont les subventions, que vous connaissez certainement. La plupart des pays, des produits européens qui arrivent en Afrique sont subventionnés. Les subventions, pour parler de façon très simple, c'est qu'on donne une somme d'argent au producteur pour lui permettre de vendre à perte. Parce que si on lui avait laissé la possibilité de vendre au prix du marché, il ne serait pas aussi compétitif. C'est ça qui fait que vous pouvez avoir une tomate qui vient d'Hollande, qui paye les droits de douane, qui paye le transport, paye les droits de douane, arrive au Sénégal et est quand même encore moins cher que la tomate produite au Sénégal. C'est parce qu'il y a un soutien du gouvernement derrière pour gagner des parts de marché. À l'époque, nous avions exigé que l'Union européenne dise clairement qu'elle ne va plus subventionner les produits qui auront un accès au marché africain à travers les accords de partenariat économique. Et ça, c'est un combat plus ou moins gagné, parce qu'on a écrit plus ou moins clairement, encore qu'il y a des possibilités d'interprétation, que ces produits-là ne seront pas subventionnés. Maintenant, je ne vais pas être trop long, il y a des points sur lesquels on aimerait y revenir, mais ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que les pays africains et les experts africains ont fait une grande résistance entre 2002 et 2012. Les questions contentieuses dont je vous en ai parlé, il y en a énormément d'autres, n'ont pas été résolues il y a encore une année. Et à partir de janvier, février, mars dernier, il y a une accélération due à des considérations politiques qui ont fait que ce que les négociateurs de la CEDEAO ou d'autres pays avaient refusé, ils ont commencé à l'accepter pour pouvoir dire qu'on est arrivé finalement aux accords de partenariat économique. Et dans cette conclusion, j'insisterai surtout sur un point dont on a beaucoup parlé à l'époque. La posture des pays sur les APE en Afrique se différencie du point de vue du statut économique. Il y a en Afrique des pays en voie de développement, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Kenya, comme le Nigeria. Et il y a des PMA, comme le Sénégal ou le Bénin. Ces pays n'étaient pas logés dans la même enseigne dans les APE. Parce que les PMA disposent de ce qu'on appelle l'initiative Tous sauf les armes. C'est une autre loi de préférence européenne qui permet à tous les PMA du monde d'exporter leurs marchandises vers l'Union européenne sans payer des droits de douane. Donc des pays comme le Sénégal, APE ou sans APE, ont toujours le même accès au marché européen. En signant l'APE, ce qui change, c'est que là où l'Union européenne payait des droits de douane, elle ne va plus payer des droits de douane, ce qui équivaut à une perte de recettes pour le Sénégal. La situation est différente pour la Côte d'Ivoire ou le Kenya, etc. Parce que eux, sans APE, ils vont être logés dans ce qu'on appelle le système général de préférence et ils vont commencer pour la première fois de leur existence à payer des droits de douane pour exporter vers l'Europe. Et c'était effectivement des pertes économiques importantes. C'est ça qui a fait qu'en 2007, quand le Sénégal, avec le président Wade à l'époque, disait « nous n'allons pas signer les APE », les Ivoiriens ont dit « vous pouvez ne pas signer les APE, il n'y a aucune conséquence économique immédiate à votre endroit. Nous, si au 31 décembre 2007, nous ne signons pas l'accord de partenariat économique, nous allons voir notre économie ruinée parce que nous allons devoir payer des droits de douane pour exporter vers l'Union européenne. » Et ça, à un moment donné, ça a fragilisé la région parce que la Côte d'Ivoire a signé un APE en intérimaire. Donc la Côte d'Ivoire avait son régime commercial avec l'Union européenne. Les PMA étaient sous l'initiative Tous sauf les armes, donc en ne payant pas les droits de douane. Le Nigeria, lui, était dans la même situation que la Côte d'Ivoire, mais par fierté, par orgueil, a dit qu'il ne signait pas d'accord de partenariat économique intérimaire. Le Ghana aussi avait signé. Donc vous êtes dans une région qui est dite une région d'intégration commerciale régionale, mais avec 4 régimes commerciaux différents, parce que les gens n'ont pas su se souder à un moment donné pour défendre les intérêts du continent. Donc voilà ce que je voulais dire à l'époque. Je m'excuse d'avoir été long, et si possible, on reviendra dans les débats sur certaines questions que vous souleverez. Je vous remercie.